Bonsoir, je pense qu'on va commencer. Merci à tous d'être venus. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai très hâte de présenter mon travail de mémoire aujourd'hui, qui s'appelle Paris Mosaïque. S'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, je m'appelle Charlie, je suis étudiante américaine en analyse humaine, l'Afrique et le français. Et c'est mon deuxième semestre à Paris. J'ai conçu cette présentation pour qu'elle soit interactive. Je vais donc solliciter votre participation à plusieurs moments. Et bien entendu, je vais garder du temps pour que vous ayez la possibilité de poser des questions à la fin de la présentation. Comme l'a dit une de mes profs, Carnegie Mellon, il est tout aussi important de connaître le travail qui a été nécessaire pour créer un produit fini. Donc, pour la première partie de la présentation, je parlerai de mon inspiration et de mon processus dans les différentes étapes du projet. Donc, pour parler un peu de mon inspiration pour ce projet, j'ai pris un cours à Cuba avec la professeuse Estelle Caro qui s'appelle Paris Mosaïque. Et dans ce cours, on a fait plusieurs balades dans des quartiers différents à Paris pour apprendre de plus sur l'histoire de l'immigration dans ces quartiers, qui sont les gens qui y habitent et pourquoi ils sont là. Donc, je me souviens de notre première visite du 13e. Avec Christelle, on a fait une balade dans le parc de Choisy, on a visité la dalle des Olympiades. Elle nous a amenés à Tampere et à Paris-Sort pour faire des courses. Et on a également visité Notre-Dame-de-Chine. Donc, un roman qui m'a inspiré, c'est une tentative d'éclosion de lieu parisien de Georges Perec. Et dans ce livre, Perec inclut toutes les choses banales, des choses qui passent généralement inaperçues, et transforme des éléments apparemment aléatoires en un système qui peut être catalogué et enregistré. Et c'est ainsi que j'ai eu l'inspiration pour les vidéos qu'on va voir dans le site web, parce que je voulais capturer des choses ordinaires, les sons, toutes les choses visibles dans le quartier. Et je me dis aussi que rien n'est sans importance. Donc, une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la géographie des cultures, comment un espace peut contenir les différentes cultures, et je voulais étudier un espace et les personnes qui y sont liées. Donc, pour cette première étape de mon projet, je me suis focalisée sur le quartier asiatique du 13e. Un autre œuvre qui m'a inspirée, c'était Qu'est-ce qu'une nation de Ernest Renan. Dans cette œuvre, il parle de l'oubli et pourquoi il faut oublier certaines choses afin d'avoir une cohésion nationale et pourquoi il faut ne pas prendre en compte l'histoire coloniale, les choses blessantes dans le passé. Mais c'est-à-dire qu'on efface l'histoire de toute une partie de la population française. Et bien sûr que cette histoire est importante. Et je pense qu'on ne parle pas assez. Et c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire dans mon projet. Et je voulais aussi faire découvrir l'histoire à travers de l'espace. Parce que je pense qu'apprendre l'histoire coloniale, c'est très lourd. Mais avec un outil comme ça, je pense que c'est peut-être moins, ça fait moins peur, j'espère. J'ai pris l'inspiration aussi de ma directrice de thèse Nortonian. Elle travaille beaucoup sur l'universalisme. Et pour définir un peu cette idée, c'est une idée fondamentale de la République française. Donc l'universalisme est né de l'idée dans la Constitution du 4 octobre 1958 que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et cette idée que soit on est français, soit on est étranger, c'est l'antithèse du communautarisme, qui est l'idée de faire partie d'une communauté au sein d'une société plus large. Et comme universel fait partie du mot universalisme, il y a aussi l'idée de rendre universels les idéaux de la République, la liberté, la l'égalité et la fraternité. Mais c'est-à-dire aussi, avec l'universalisme, on va un peu effacer les différences. Et avec ce projet, je vais mettre en valeur les différentes cultures. Une autre question que je me suis demandé, c'était comment la race est différente en France et aux États-Unis. Parce qu'au début, après avoir lu quelques livres, quelques articles, je croyais qu'on ne pouvait même pas parler de l'idée de race en France. Et j'étais donc surprise quand j'ai vu par exemple le site web de l'Association des jeunes chinois de France pour la première fois, parce que l'association met en valeur la double identité et la lutte contre le racisme. Un autre livre qui m'a énormément inspiré, c'était 15 promenades sociologiques de Michel Vincent et Monique Vincent-Charlot. C'est un livre de sociologie urbaine qui propose 15 promenades dans des quartiers différents. Et c'est avec ce livre que j'ai fait ma première promenade dans le 13e l'été dernier, quand je suis arrivée. Et finalement, j'ai lu beaucoup d'articles sur la cartographie et le pouvoir, parce que je savais dès le début que je voulais avoir une carte au centre de mon site web. Et j'ai découvert que la cartographie, c'est quelque chose de pas du tout neutre. Avec la cartographie, il y a le pouvoir, on peut dominer quelqu'un avec la cartographie. Et j'ai aussi lu quelque chose qui s'appelle Visual Methodologies and Migration Studies, la méthodologie visuelle dans les études d'immigration. Et j'ai pris l'idée de faire des cartes mentales pour voir un peu les histoires personnelles de l'interaction au espace, c'est-à-dire comment les personnes différentes utilisent le même espace qui est Paris. Donc, pour chaque personne que j'ai interviewée pour mon mémoire, j'ai demandé aux participants de faire des cartes mentales qu'on peut voir aussi dans le site web. Donc, je vais parler un peu de mon processus l'été dernier et les travaux de terrain que j'ai fait. J'ai passé un mois à Paris l'été dernier. Donc, j'ai cherché des associations asiatiques sur Google et Nairobi, parce qu'à ce point-là, j'ai voulu faire des communautés asiatiques et Nairobi. Et j'ai envoyé des emails. J'ai eu très peu de réponses. Mais après être arrivée, j'ai visité plusieurs associations ici dans le 13e, à Belleville, près d'Arc-et-Moutier. J'ai visité la mairie du 13e, la mairie du 18e. Et je vais raconter une histoire ici. J'ai visité la maison de la vie associative et culturelle du 13e. Et je me sentais un peu gênée. J'ai dit bonjour, je suis une étudiante américaine, je cherche à connaître la communauté asiatique ici. Et quelqu'un m'a dit, ah, il y a quelqu'un qui va venir dans l'après-midi, qui s'appelle Jacques, qui est malheureusement pas là maintenant. Mais je l'ai accompagné au supermarché, j'ai raconté un peu mon projet et il m'a invité pour un événement avec des jeunes études de France. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Janie, pardon. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur la dalle des Olympiades, devant tant faire le parasol. J'ai demandé aux inconnus si je pouvais faire un entretien avec eux. Et finalement, j'ai interviewé 20 personnes l'été dernier. Et ma règle pour
moi-même, c'était de jamais dire non pour une opportunité d'entretien ou de réunion. Ouais, c'était beau. Ça faisait beaucoup de transcription à faire, mais je suis très contente d'avoir interviewé autant de personnes. J'ai également visité beaucoup de musées, comme le musée de l'émulation, l'Institut de monde arabe. Je vais raconter aussi une histoire quand j'étais dans la galerie à Oslo, juste à côté. Il y avait 3 personnes âgées qui mangeaient à côté de moi. Ils avaient une conversation très intéressante et je vais leur parler. Mais quand j'ai dit que je faisais un projet sur les communautés asiatiques, ils m'ont dit on n'aime pas le mot communauté, on est tous français, liberté, égalité, fraternité. Et ça m'a un peu choquée. Mais ouais, j'ai vu l'universalisme de mes proportions. Donc, comme c'était mon tout premier projet de recherche, il y avait beaucoup de parties de la recherche que j'avais pas anticipées. J'ai assisté à beaucoup de messes et je ne suis pas religieuse. Une fois, j'ai visité Notre-Dame de Chine et je me suis assise pour faire quelques notes. Et des personnes sont venues pour commencer la messe. Et donc j'ai assisté à une messe en chinois, pas accident, mais c'était très intéressant. J'avais pas anticipé d'aller chez des inconnus, mais j'ai trouvé que très souvent j'étais chez des gens que je ne connaissais pas, en train de parler de l'identité culturelle, de la communauté, des choses comme ça. Donc, je vais parler aussi des choses qui n'ont pas marché, ou des idées que je n'ai pas utilisées finalement. Par exemple, je vais faire la carte avec une mode métro pour prendre le métro et voir les quartiers différents, des endroits différents. Mais finalement, comme j'ai fait ce projet dans le 13e, j'ai abandonné l'idée. Et je voulais aussi faire des observations comme Georges Perec, qui s'est mis dans un café pendant 3 jours et il a écrit toutes les choses qu'il a vues. Donc, moi aussi j'ai fait ça, juste en face de temps de faire une histoire. J'étais toujours en train d'écrire, mais finalement je pense que ça sert à pas grand chose d'écrire toutes les choses sans idée en particulier, mais c'était intéressant pour moi. Et je pense que quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'était qu'il y a beaucoup de sites web pour faire des transcriptions, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai utilisé HappyScribe finalement, que j'aime beaucoup pour faire les transcriptions, et ça m'a beaucoup aidé. Et une difficulté que j'ai eue, c'était de trouver un lien entre les clips audio que j'ai reçus dans les entretiens et la carte que je voulais avoir dans le site web. Je ne savais pas trop comment utiliser les clips audio et finalement j'ai décidé de faire plusieurs parcours. Donc il y a des parcours qui sont basés sur les cartes et il y a aussi des parcours comme le parcours identité, le parcours racisme et discrimination qui sont un peu plus en mode podcast où on peut écouter des clips audio et il y a des notes, des définitions et des choses comme ça. Ce semestre, j'ai fait un stage ici à la mairie du 13e et merci à Daniel. J'ai beaucoup aimé cette expérience et
immersée dans les communautés asiatiques ici. Et c'était vraiment intéressant de voir comment on fait l'alignement binaire ici. Et c'était très, très beau de voir comment les gens sont venus pour le manipuler pour tous les événements, pour découvrir les cultures asiatiques. Et ce semestre aussi, j'ai travaillé beaucoup avec mon web developer qui s'appelle Joshua Sager. Avec Josh, on était toujours en train d'échanger sur les idées pour le design du site web, parce que j'avais beaucoup d'idées et c'est pas toujours possible de faire ce que je veux. Donc souvent c'était moi en train de dire, mais est-ce qu'on peut avoir la vidéo comme ça? Et Josh m'a dit, non, on ne peut pas le faire. Mais finalement, je suis très contente avec ce qu'on a fait ensemble. Donc moi, j'ai créé ce site sur Wix et les cartes avec les endroits où on peut cliquer et les clips audio sont faits par Joshua Sager. Donc, une idée importante pour moi dans le design, c'est l'idée de la mosaïque. C'était très important pour moi que le site soit non linéaire, que le visiteur peut découvrir comme il ou elle veut ce quartier, les communautés et le site. Donc, je vous encourage d'ouvrir ce site à la maison et de voir les choses que vous voulez. Et voilà. Donc, mon idée au début, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus immersif. J'avais en tête des vidéos en train de marcher de chaque fois à chaque autre endroit, avec les liens vers les autres entretiens, des choses comme ça. Mais je n'ai pas encore les connaissances techniques pour faire ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas refaire ceci dans le futur, de faire la vision que j'avais au début. Je voulais aussi faire ce site web en français et en anglais. Je n'ai pas assez de temps, donc mon projet pour cet été, c'est de traduire beaucoup de choses en anglais aussi, pour que les gens qui ne parlent pas français puissent aussi découvrir ce quartier. J'ai pensé aussi à faire la voix off, mais finalement je ne voulais pas mettre ma voix dans le site. Je sais que forcément je suis dedans à travers toutes les décisions, les questions que j'ai posées et les choses que j'ai lues, mais je ne voulais pas être visible dans le site. Et comme j'ai évoqué un peu, l'idée pour les parcours différents, c'était une idée assez récente. Je pense que j'ai décidé en mars de faire plusieurs parcours, parce qu'avant je voulais faire une balade, mais je pense que comme le site est très dense, il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de points de vue différents. Je pense que c'est plus pratique d'avoir plusieurs parcours, comme ça on peut découvrir ce qu'on veut. Ok, donc on va voir un peu le site. J'ai écrit un petit texte sur comment naviguer le site, parce que je sais pas, peut-être c'est pas très évident. J'espère que c'est pas trop difficile non plus, mais je voulais préciser que on doit utiliser un ordinateur, parce que les cartes magnifiques ne sont pas magnifiques sur le portable. Et donc il y a six parcours: histoire, économie, sociologie, identité, communauté et racisme et discrimination. Vous êtes libre de changer le parcours quand vous le souhaitez. Et j'ai mis beaucoup de cartes, des vidéos, des photos, des clips audio, des liens vers les autres ressources.
Donc, on va commencer. Donc ici, on peut voir les 6 parcours ainsi que les cartes d'identité. Pour chaque personne qui fait partie de ce site web, j'ai fait une carte d'identité et j'ai mis aussi les cartes mentales qu'on a fait dans les entretiens. Donc avec la carte, on peut voir l'espace, c'est une guide pour comment voir cet espace. Et la carte d'identité, c'est un peu pareil, c'est une carte pour guider, pour voir comment on voit une personne et les choses qui fait chaque personne. On clique sur Histoire. Donc, Histoire des innovations est et sud-est asiatiques en France. Ici, on peut apprendre cette histoire. Je ne vais pas lire toutes les choses, mais il y avait plusieurs vagues d'immigration venant de l'Asie de l'Est et du Sud-Est en France. Et la vague d'immigration qui nous concerne dans le 13e, c'était dans les années 1970. Après la prise de pouvoir communiste au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Donc, il y avait 145 000 réfugiés indochinois et indochinoises qui sont installés en France entre 1975 et 1977. Donc, la plupart des personnes venant de l'ancienne Indochine qui se sont installées ici, dans le 13e, sont Téchus, donc de la diaspora chinoise qui sont venus de l'ancienne Indochine. Et j'ai mis une carte ici. On peut voir Shaoshan, la région de la Chine d'où viennent les Téchus. Et pour plus d'informations, vous pouvez cliquer pour voir la magnifique expo de Simone sur les immigrations est et sud-est asiatiques depuis 1860. Donc, la plus grande communauté asiatique de Paris et de toute l'Europe, c'est ici dans le 13e. C'est situé autour de la Triomphe de Choisy. Donc, avenue d'Ivry, avenue de Choisy et le boulevard Masséna. Et c'est important de noter aussi que ce n'est pas un ghetto asiatique, il y a aussi beaucoup de personnes d'origine maghrébine, africaine, française. On peut voir la carte. Donc, ici, on peut voir un peu la Triomphe de Choisy. Et j'ai mis 3 endroits. Si on clique, c'est qui ici, on a la dalle des Olympiades. Donc, on peut soit cliquer sur plus d'infos pour apprendre plus sur la dalle des Olympiades. Donc, fun fact, les pagodes qu'on peut voir ne sont pas des pagodes. Les Olympiades, c'était dans le thème des Olympiades. Donc, ce sont des pistes de ski, mais maintenant qu'ils sont dans le quartier asiatique, tout le monde les appelle les pagodes. On va retourner à la carte. Et on peut aussi se balader.
des petits visages à droite de l'écran. Donc, est-ce qu'on clique sur Denis ou Diane? Est-ce que vous entendez? Donc, en gros, c'est Diane qui raconte l'histoire de l'arrivée de sa famille en France. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'était l'image de la neige. Elle m'a dit qu'il neigeait quand elle est arrivée en France et elle n'avait jamais vu la neige et elle avait très froid. Donc on peut voir aussi une stèle dans le parc de Choisy qui rend hommage aux victimes du génocide commis par les Khmers rouges au Cambodge. Donc ici, on peut lire cette histoire de ce qui s'est passé au Cambodge de 1975 à 1979. Et j'ai mis aussi la bande-annonce d'un film qui s'appelle Funan, du réalisateur Dinido, qui est aussi dans le site. C'est un film que j'adore, qui raconte l'histoire d'une famille qui fuit ce génocide. C'est très beau. Et finalement, on a une stèle dans le jardin Baudricourt aussi, qui rend hommage aux travailleurs et combattants chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et j'ai mis aussi quelques vidéos et photos des cérémonies ailleurs en France qui commémorent aussi les travailleurs chinois de la Grande Guerre. Donc ensuite, est-ce qu'on fait sociologie ou communauté? Merci Eva. Premièrement, j'ai essayé de définir communauté. Je pense que c'est important de garder en tête qu'il n'y a pas une communauté asiatique, il y en a plusieurs. Et au sens large, il y a une communauté asiatique selon dans le regard des autres. Donc, j'ai mis quelques clips audio des personnes différentes qui disent un peu cette idée de l'Asie. Il y a plein de pays différents, de cultures différentes, et donc l'identité asiatique, est-ce que ça existe ou pas? J'ai mis aussi des clips audio sur les quartiers asiatiques de Paris et la façon dont les communautés sont perçues, qui dépend beaucoup de la géopolitique. Et on termine avec les communautés asiatiques dans l'avenir.
personne qui dit qu'on va essayer de faire découvrir les cultures asiatiques et comme ça les communautés asiatiques s'ouvrent de plus en plus. Il y a Linda qui a créé Bani Media, un média sur les cultures asiatiques en France, qui parle des communautés sur les réseaux sociaux aussi. Parce que communauté, il y a plusieurs façons d'avoir les communautés. Et elle parle aussi de l'évolution des Asiatiques en France. Donc on peut voir une carte ici avec Notre-Dame de Chine. On peut lire plus d'informations où on peut entrer dans l'église. Donc si on entre dans l'église, donc on a aussi le grand défilé du 13e. Et sur cette page, j'ai mis des vidéos que j'ai prises moi-même, ainsi que un film fait par Sébastien Combe, un super court-métrage sur le grand défilé du 13e, qui ressemble à ça, si on n'a pas vu. C'était en France quand j'étais arrivé, mais dans les années 80 seulement. Un des premiers défilés du Nouvel An organisé par les associations indo-chinoises. Ça nous fait. Et finalement, j'ai mis l'amicale des Téchus. Donc, pareil, on peut lire ce que j'ai écrit ou on peut entrer dedans. Et j'étais en train de parler avec. Et l'amicale des Téchus, c'est sur la dalle des Olympiades, juste à côté de la galerie Oslo. Donc, pour les clips audio, comme on n'entend pas, je vais juste les écrire. Donc, on a Boulom Souk qui raconte l'évolution de l'asio-militantisme en France. Et on a Linda qui parle de son inspiration pour l'exposition Humans of Chinatown et sa relation avec les communautés autour de l'Asie. D'ailleurs, Humans of Chinatown, j'adore, c'est sur Instagram aussi et c'est des portraits des personnes du 13e.
Finalement, on va voir sociologie. Ici, j'ai fait une petite introduction de la sociologie urbaine du quartier. Quelque chose que j'ai trouvé très important, c'est que même si ce quartier était un quartier asiatique résidentiel dans le passé, aujourd'hui c'est devenu plus un centre économique, social et culturel pour les communautés asiatiques. Les personnes asiatiques habitent beaucoup en banlieue aussi et dans les autres endroits en Île-de-France et en France. Mais beaucoup viennent dans ce quartier pour faire les courses, pour participer aux événements, des choses comme ça. Donc, sur la carte sociologique, j'ai mis deux endroits. Donc, dans le parc de Choisy, j'ai mis une balade aussi, mais j'ai détaillé un peu les travaux sociologiques que j'ai fait dans le parc. Donc, j'ai interviewé plusieurs personnes, à peu près 10 personnes, qui ne sont pas d'origine asiatique, sur comment ils perçoivent les Asiatiques du 13e. Donc, j'ai entendu beaucoup, les Asiatiques ne sont pas embêtants, ils sont discrets. On n'a pas de problème avec eux. Et une personne a dit, contrairement aux autres, il y avait une personne d'origine sénégalaise qui m'a dit que les Chinois et les Africains sont pareils parce qu'on respecte nos parents et on ne les met pas dans les maisons de retraite. On m'a parlé aussi de comment les Asiatiques sont la minorité modèle. Et si on veut cliquer, on peut découvrir plus sur la minorité modèle dans le parcours racisme et discrimination. Et j'ai mis aussi l'église Passage National. Donc cette église, c'est une des associations que j'ai trouvées sur Google quand j'étais à Pittsburgh en train de faire des recherches. On m'a invité de visiter cette église pour une messe. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand je suis arrivée. Je me suis retrouvée à l'étage avec beaucoup de dames chinoises. On m'a parlé en chinois et je ne savais pas trop quoi dire. Elle voulait que je chante, je pense. Et après, j'ai découvert qu'en fait, à l'étage, ce sont des mamans. Et au rez-de-chaussée, c'est une messe en français et en anglais. Donc, ce sont les jeunes en bas et les mamans à l'étage qui ont leur messe en chinois en même temps. Et après cette messe, j'ai pu parler avec les personnes au rez-de-chaussée. J'ai pu parler avec eux et leur demander des questions d'entretien dans une façon un peu plus décontractée. Et on m'a raconté beaucoup d'histoires intéressantes. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'était une femme qui m'a dit qu'à l'école, la photographe, il a dit, je pense,
venez ici, ma belle. Et après, elle a dit moi, et la photographe a dit non, pas toi, tu es moche. Donc, les histoires étranges et les histoires qui traitent beaucoup de sujets différents. Donc, finalement, je vais montrer un peu les cartes d'identité. Est-ce que quelqu'un veut choisir une carte? Ok, donc Cécile. Donc pour chaque personne, j'ai créé une carte d'identité. Je ne sais pas si on peut le lire déjà, mais j'ai mis le prénom, la nationalité, le lieu de naissance, un peu sur le parcours familial, leur occupation et leur culture. Avec ces dessins, ces illustrations de Rachel Sager. Ici, on peut voir la carte mentale. Donc, elle a mis Belleville, par exemple. Elle a mis où elle habite ses parents, des choses comme ça. Et le 13e ici. Et elle a remarqué, par exemple, qu'elle reste plutôt rive droite. Elle a dit je pense que j'ai toujours grandi du côté rive droite. C'est un quartier que je connais très bien. Par contre, rive gauche, pour moi, c'est totalement un pays étranger. Donc, on peut très bien voir comment les personnes différentes habitent dans l'espace qui est Paris. Et j'ai mis ces endroits clés ici. Je vais montrer aussi donc cette personne, Blomsouk, elle a pris une approche un peu différente pour la carte mentale. Et je voulais que ce soit une activité très ouverte. Donc, j'apprécie aussi beaucoup qu'elle a pris une approche plus artistique. Elle a mis son cerveau, qui est aussi un arbre. Donc, au milieu, c'est Laos. Et autour, c'est la France. Et autour de ça, c'est le monde. Donc, c'est une très belle représentation de son identité culturelle. Donc, elle dit c'est mon cerveau qui se prolonge en arbre. C'est la racine et après les feuilles qui volent vers tout le monde. Le cœur de mon cerveau, c'est le Laos. Ce qui m'entoure, c'est la France et le reste, c'est le monde. Mais le monde est vaste. Tout le reste, on n'est rien, parce que le monde est beaucoup plus vaste que nous-mêmes. Donc, pour finir un peu, je suis très très reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont aidée dans ce travail. Et je pense que j'ai beaucoup de la chance avec ce projet. Et j'ai également pu faire beaucoup de belles rencontres à travers mes recherches. J'ai pu connaître les communautés asiatiques de Paris, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Je me sens vraiment à l'aise avec ces communautés et c'est un travail que j'ai
absolument adoré. Donc pour la suite, comme j'ai dit, c'est pas forcément un travail qui finit. Dans le futur, si j'ai l'opportunité, j'aimerais bien refaire le site avec un design différent. Cet été, je vais le traduire en anglais. Je vais continuer à ajouter des choses. Ce qui est bien avec un site web et ce qu'on ne peut pas faire avec une thèse ou un mémoire écrit, c'est que je peux ajouter des choses, je peux très facilement modifier des choses. Et pour la suite, j'aimerais bien travailler avec les communautés maghrébines dans le cadre de mon master ou de mon doctorat. Et donc cet été, je vais commencer à apprendre l'arabe parce que je pense que la langue, c'est une façon de s'approcher et d'apprendre la culture et la langue en même temps. Parce que je ne suis pas d'origine maghrébine, donc je n'ai pas la même relation avec ces communautés. Donc, je voulais remercier plusieurs personnes. Ma professeuse Christelle Tarot, qui est malheureusement pas là ce soir, mais elle était mon inspiration pour ce projet. Elle m'a énormément soutenue. Elle est adorable. Donc, merci Christelle. Je voulais remercier aussi mes profs aux États-Unis, Dr. Yann et Dr. Debray, qui m'ont donné beaucoup de conseils pour mon projet. Je voulais remercier Joshua et Rachel Sager, qui sont à Pittsburgh. Mais Joshua a fait les cartes et m'a aidé avec le design du site. Et Rachel a fait les belles illustrations qu'on peut voir comme le mosaïque dans le homepage. J'ai reçu des subventions de Frank Rashai Further Fund and the Department of Languages, Cultures and Applied Linguistics à Carnegie Mellon. J'ai également travaillé avec professeur Sarah Fox. Elle m'a aidé avec les prototypes du site et le design. Et professeur Stephen Kaspar aussi. Mon ami et assistant de recherche de Dr. Young, Riley Green, m'a aidé avec quelques transcriptions. Je voulais remercier surtout les participants d'entretien. Je pense que la seule personne ici que j'ai interviewée, c'est Daniel. Merci Daniel. Et merci Daniel pour ton aide aussi avec mon projet et ton soutien. Merci Bingtong pour mon stage que j'ai beaucoup aimé et pour m'avoir prêté cette salle. Merci à Simon pour ton soutien, ton aide, tes conseils. Alice, c'est pas là. Ok, Alice et Alex de Coupa qui m'ont aidé avec le français, qui est une langue difficile. Et merci à tout le monde du fond du cœur pour votre soutien ce soir et en général pour mon projet. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, on va faire un court Q&A et j'ai aussi préparé des petits notes. Si vous avez des feedbacks, des retours, comme j'ai dit, c'est un site que je vais modifier. Donc, j'aimerais bien avoir des retours. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous pensez que la communauté, le concept de la communauté est important pour l'identité en France? Oui,
les communautés diasporiques, l'idée d'avoir une communauté, c'est très important, parce que l'identité culturelle, pas l'identité en général, mais si on veut être lié à une culture qui n'est pas la culture française en France, je pense que c'est important d'avoir une communauté pour faire ça, pour partager les cultures, les traditions, des choses comme ça. Alors les gens se sentent qu'ils appartiennent à leur communauté. Exactement. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas faire partie d'une communauté. Par exemple, Diane, dans le site, elle parle du fait qu'elle n'aime pas des communautés, elle est très bien toute seule, mais elle est quand même très liée à ses cultures. Donc, ça dépend des personnes. J'ai une autre question. Est-ce que la religion est importante dans la communauté ou est-ce que c'est une chose ou c'est pas une formation? Je pense que ça dépend des personnes aussi. Je pense que beaucoup de gens dans les communautés asiatiques sont bouddhistes ou catholiques. Donc, dans l'Amicale des Téchus, on peut voir des figurines bouddhistes, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pour prier, des choses comme ça. Et Notre-Dame de Chine, c'est une église catholique. Donc, je voulais apprendre plus d'informations sur les catholiques chinois et je n'ai pas pu interviewer la personne qui était là. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Quel a été ton procès pour trouver les personnes Chaque personne était différente. Une personne, j'étais sur la dalle des Olympiades et elle était en train de se promener avec son chien. Et donc j'ai demandé en chinois si je pouvais caresser le chien. Et après j'ai demandé si vous voulez bien faire un entretien avec moi. Et il m'a invité chez lui. J'ai aussi trouvé quelques personnes qui travaillaient chez Ton Frère et Paris Store. J'ai passé un matin devant Ton Frère en train de regarder les personnes qui sont venues et les personnes qui travaillaient là-bas. Donc, Chloé, Ben et Camille dans le site sont des étudiants qui travaillent à Ton Frère pendant l'été. J'ai pu faire des entretiens avec eux. Ouais, donc chaque personne était différente, mais ouais. Moi je voulais savoir, du coup tu as parlé un peu de comment les communautés asiatiques étaient perçues en France en institution parisienne. Est-ce que tu remarques une différence entre la façon dont c'est perçu en France et aux États-Unis, où tu vis aussi aux États-Unis? Pas trop. C'est un peu pareil. Je pense que c'est à peu près pareil. Dans les deux pays, les Asiatiques sont la minorité modèle. On a à peu près les mêmes stéréotypes vers les Asiatiques aux États-Unis et en France. Je pense que peut-être la plus grande différence, c'est l'histoire coloniale avec l'Indochine. Et je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de fétichisation des femmes asiatiques. Donc, par rapport au racisme et discrimination, on a une introduction de Blum-Suk sur ce sujet. Mais je pense que les femmes asiatiques en France sont beaucoup plus fétichisées qu'aux États-Unis. Il n'y a pas également plus d'actions militantes politiques de la communauté asiatique aux États-Unis qu'en France? Oui, peut-être, mais les États-Unis sont aussi beaucoup plus grands que la France. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup d'idées, de mouvements viennent des États-Unis et sont maintenant en France.
suis préférée pour moi, c'était des entretiens. J'adore parler avec les gens et je pense que c'était très différent de faire des entretiens avec des gens que je ne connaissais pas. Parce qu'avant, parfois je ne savais même pas si c'était une femme ou un homme, mais je me suis assise avec eux et on a parlé des choses très personnelles. J'ai demandé des questions sur la relation avec la double identité, les expériences avec le racisme. Donc, j'ai fait quelques amis dans ce processus parce que c'est quelque chose de très intime de parler de ces sujets. Donc, j'ai fait aussi des entretiens avec des gens qui font partie des communautés maghrébines. Donc, mon amie Aïda, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, elle est en Algérie. Mais je l'ai rencontrée chez elle. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires sur le racisme. Elle était très ouverte. Je pense que ça, c'est quelque chose. J'avais un doute quand j'ai commencé et je me suis dit peut-être les gens ne veulent pas parler des choses personnelles comme ça avec moi parce que je ne les connais pas. Mais je pense que tous les gens avec qui j'ai fait des entretiens étaient très très ouverts. Et je pense que tout le monde était très prêt de parler de ses expériences, même s'ils ne sont pas très joyeux. Et ouais, je pense que ça c'était très intéressant pour moi. Alors, moi, j'ai regardé le site chez moi de manière assez approfondie. Donc félicitations, parce que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, je trouve que c'est un bon travail de sociologie urbaine d'abord, hein, et puis sur les thématiques que tu abordes. Ça, c'est plutôt un conseil pour si tu continues cette exploration. Je trouve qu'il manque l'aspect générationnel dans ce travail. C'est-à-dire que tu parles beaucoup de la jeunesse, de la seconde génération. Et on ne voit pas en fait dans ce travail le vieillissement de la communauté du 13e, qui a un véritable problème dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont arrivés alors qu'ils avaient un certain âge, ils ont commencé à travailler en France assez âgés, et ils se retrouvent avec des petites retraites. Tu vois, il y a des problèmes sociaux qui sont en train de se créer avec la génération des anciens en fait. Et je trouve qu'on on les voit pas assez, surtout dans la partie sociologie, on les voit peut-être pas assez. Et peut-être qu'il faudrait que tu fouilles dans cette direction. Oui, j'avais cette pensée aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Premièrement, il y a des personnes âgées qui ne parlent pas très bien le français. Et comme je voulais faire tous les entretiens en français et pas en chinois, parce que ce serait trop difficile pour moi de transcrire des choses en chinois, je voulais faire que les entretiens en français. Donc ça a un peu limité les gens que je pouvais interviewer. Et aussi j'ai trouvé que les personnes âgées sont un peu moins ouvertes pour ces sujets d'identité et de racisme. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes qui m'ont refusé, qui n'étaient pas intéressées. Et il y avait aussi les 3 personnes âgées que j'ai évoquées tout à l'heure qui ne voulaient même pas dire le mot communauté. Mais c'était des personnes âgées asiatiques ou pas? Est-ce que tu as l'impression que ton identité américaine a pu être un obstacle ou un atout quand tu as fait tes entretiens ou rencontré des gens? Oui, je pense que forcément c'est différent. Je pense que c'était bien finalement que je ne suis pas française
parce que je ne fais pas partie de ces communautés. Donc j'avais un regard vraiment de l'extérieur et j'avais pas les liens avant avec ces personnes-là. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et moi-même, j'ai découvert toutes ces choses au fur et à mesure. Donc pour moi aussi, c'était un processus d'apprentissage. Tu penses dans la conversation, dans mon entretien, je trouve qu'il n'est pas trop personnel, si c'est... Ouais, il y a plein de choses. Je pense que je vais très vite partager une histoire que Aïda m'a racontée. Donc, j'ai pas ajouté des choses sur les communautés maghrébines ici. Donc, j'ai pas utilisé son entretien, ce qui est dommage parce que j'ai beaucoup aimé cet entretien. Mais elle m'a raconté une histoire où elle travaillait à la gare du Nord et elle était en train de fumer à l'extérieur. Elle était assise dans le parking et il y avait quelqu'un qui est arrivé en voiture et a dit vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici, il faut aller ailleurs. Donc elle était là tous les jours. Elle s'est dit il n'y a personne ici, ça va, je vais pas me déplacer. Cette personne est revenue en voiture et elle a crié dessus une deuxième fois. Et après, cette personne a avancé en voiture et ensuite a reculé très très vite. Et si elle n'avait pas bougé ses jambes, elle serait écrasée par cette voiture. Et la personne dedans, en fait, c'était un policier. Donc ça m'a beaucoup frappée. Mais c'est une personne qui l'a vue et s'est dit que cette personne parle probablement pas très bien le français, elle a probablement pas ses papiers, quelque chose comme ça. Mais malheureusement pour cette personne, elle est née à Paris, elle parle très bien le français et elle s'est rendue au commissariat pour expliquer la situation. Donc j'ai entendu plein d'histoires un peu folles comme ça. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu.